Pouvez-vous imaginer ce que vous feriez si vous trouviez un enfant vous demandant d'enterrer sa propre sœur? Ce n'est pas juste une question rhétorique, c'est le début d'une histoire vraie qui remettra en question votre façon de voir la valeur de la vie et le pouvoir d'un simple geste de compassion. Roberto Asdo avait toujours été un homme méticuleux, président d'une grande entreprise technologique à Recife. Il était constamment pris dans des engagements, des chiffres et des décisions qui brassaient des millions. Aux yeux des autres, c'était un homme prospère et respecté, aussi solide que le béton des bâtiments qu'il contribuait à ériger grâce à ses investissements. Mais derrière cette façade se cachait un homme brisé. Depuis la perte de sa femme 3 ans plus tôt, Roberto avait transformé sa routine en bouclier. Il se réveillait toujours à 5 heures du matin, passait en revue les rapports avant le petit déjeuner et s'immergeait dans le travail jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour penser à autre chose. Pour lui, vivre n'était devenu rien de plus qu'accomplir des tâches. En ce matin d'hiver humide, le soleil semblait plus cruel que d'habitude. L'air chaud collait à la peau comme s'il voulait enlever le souffle aux passants. Roberto descendait la rue Aurora, sortant d'une réunion à $1 million avec des investisseurs. Pour n'importe quel autre homme d'affaires, cela aurait été un jour de fête, mais pour lui, il n'y avait aucune joie. Les accords n'étaient que des chiffres froids, incapables de combler le silence qui résonnait dans sa maison depuis la mort de Clara. Alors qu'il traversait les rues animées du centre historique, il observait, sans vraiment voir, les vendeurs ambulants faisant bruyamment la publicité de leurs produits, les touristes photographiant de vieilles demeures, les travailleurs pressés tenant en équilibre des boîtes à lunch en polystyrène. Tout cela faisait partie d'une chorégraphie quotidienne qu'il connaissait par cœur, mais qui ne le touchait plus. Le monde continuait, vivant, bruyant, plein de hâte, et lui, à l'intérieur, restait inerte. C'est alors qu'il l'entendit, un son presque noyé dans le bruit des rues. Ce n'était pas une conversation, c'étaient des pleurs, bas, contenus, mais si profonds qu'ils semblaient porter des siècles de douleur. Roberto s'arrêta instinctivement, comme si ce son avait tiré quelque chose à l'intérieur de lui qui était resté dormant. Il pensa à continuer son chemin. Combien de fois avait-il ignoré des appels à l'aide? La ville était pleine d'histoires tristes, mais il y avait quelque chose de différent dans cette voix, un désespoir brut, désarmé, impossible à faire semblant de ne pas avoir entendu. Suivant le son, ses pas le menèrent à une ruelle étroite entre des murs de briques écaillées qui semblaient receler de sombres secrets. La lumière pénétrait à peine à l'intérieur, laissant l'environnement dans un ton presque gris, étouffant, et c'est au bout de cette ruelle que Roberto la vit, une petite fille, pas plus de 8 ans, assise sur le sol inégal. Ses cheveux bruns tombaient en mèches emmêlées sur son visage marqué de terre. Ses vêtements, faits de morceaux usés, étaient imbibés de poussière et de sueur. Ses pieds nus montraient des coupures et des callosités dues à la marche excessive dans des endroits hostiles, mais ce n'était pas seulement cette scène de misère qui glaça le cœur de Roberto. Dans les bras fragiles de la fillette reposait un bébé de 2 ans, immobile comme une poupée oubliée. Sa peau claire était froide et incolore, ses lèvres sèches craquelaient à chaque respiration inexistante, son petit corps trop mou pour sembler simplement endormi. Le contraste était brutal, la chaleur suffocante du matin et la froideur de l'enfant silencieux. Les yeux de la fillette se levèrent, bruns, débordant de larmes. Il portait un mélange d'innocence et de désespoir qu'aucun adulte ne devrait avoir à supporter, encore moins un enfant, et puis, d'une voix tremblante, elle prononça des mots qui résonneraient à jamais dans l'esprit de Roberto. « Monsieur, pouvez-vous enterrer ma petite sœur? Elle ne s'est pas réveillée aujourd'hui, et elle a très froid. Je n'ai pas l'argent pour de belles funérailles, mais je promets que je travaillerai et vous paierai quand je serai grande. » Pendant quelques secondes, le temps s'arrêta. Roberto eut l'impression d'avoir été frappé à la poitrine. Les mots de la fillette percèrent son armure d'homme habitué aux affaires et aux chiffres et touchèrent précisément la blessure qu'il s'efforçait le plus de cacher, le souvenir de Clara, sa femme, dépérissant sous ses yeux sans qu'il puisse la sauver. Maintenant, devant cet enfant, l'impuissance revenait comme une vague. Il essaya de regarder autour de lui pour trouver un adulte, quelqu'un qui était responsable de ses filles, mais la ruelle était vide, juste lui, la fillette et le corps fragile qu'elle croyait ne plus être en vie. Le silence était lourd, brisé seulement par les pleurs contenus de l'enfant, qui semblait supplier non seulement de l'aide, mais que quelqu'un la voie enfin. Roberto ne répondit pas immédiatement. Ses jambes semblaient collées au sol, et il était essoufflé. Que pouvait-il dire face à une demande aussi cruelle, innocente et dévastatrice? À ce moment, il comprit quelque chose qui allait changer le cours de sa propre vie. Le moment était venu où il ne pouvait plus se cacher derrière des chiffres, des rapports et des réunions.
Le poids de cette scène exigeait une décision. Le silence de la ruelle semblait écraser toutes les pensées dans l'esprit de Roberto. Il était toujours paralysé devant la fillette lorsqu'une impulsion presque instinctive le fit s'agenouiller. Il s'approcha prudemment, comme s'il avait peur de confirmer ce qu'il savait déjà, et tendit la main pour toucher le petit corps du bébé. Le froid qu'il ressentit lorsque ses doigts touchèrent sa peau pâle fut comme un coup de poignard au cœur, mais Roberto n'abandonna pas. Il posa le bout de ses doigts sur son cou fragile, à la recherche du signe le plus improbable. Pendant des secondes qui semblèrent une éternité, rien, et puis un pouls, faible, presque imperceptible, mais il était là, la fillette n'était pas morte. Le cœur de Roberto s'emballa. L'air qui ne s'était pas fait depuis qu'il était entré dans la ruelle entra maintenant d'un coup, haletant comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar. Il regarda la fillette avec des yeux larmoyants, qui continuait de tenir sa sœur dans ses bras comme si elle tenait le monde lui-même. « Elle est vivante, dit-il, sa voix se brisant. Ta sœur est encore vivante. » La réaction fut immédiate. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et d'incrédulité, comme si elle avait entendu un miracle. « Êtes-vous sûr ?» murmura-t-elle en serrant encore plus fort le petit corps du bébé. « Elle n'a pas bougé depuis hier soir, elle a tellement froid. » Roberto prit une profonde inspiration. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il prit son téléphone portable avec des mains tremblantes et composa le numéro de l'hôpital portugais où il avait encore des contacts grâce aux dons qu'il faisait discrètement depuis la mort de sa femme. La voix ferme d'un médecin expérimenté répondit à l'autre bout du fil, « Docteur Enrique, c'est Roberto Asdo. J'ai une urgence pédiatrique, un enfant dans un état critique. Je l'amène maintenant, préparez les soins intensifs. » Il n'attendit pas de réponse. Il raccrocha et tendit les bras à la fillette. « Donne-moi ta sœur, je dois l'emmener maintenant. » Pendant un instant, la petite fille hésita, ses yeux bruns remplis de larmes, et évalua l'homme en costume qui était apparu de nulle part. Elle ne savait pas qui il était, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Avec un geste délicat, elle remit le bébé dans les bras de Roberto, qui fut surpris de voir à quel point elle était légère pour un enfant de cet âge. Sa malnutrition était évidente. « Viens avec moi, dit-il fermement mais doucement. Je ne te laisserai pas seul. » La fillette ramassa un sac en plastique froissé sur le sol, la seule possession qu'elle semblait avoir, et courut après lui. Alors qu'il quittait la ruelle, la ville restait bruyante et indifférente, comme si rien ne s'était passé, mais pour Roberto, le monde n'était plus le même. Il traîna pratiquement la fillette jusqu'à la voiture importée garée au coin de la rue. Les portes se fermèrent avec un claquement métallique, étouffant une fois pour toutes le bruit des rues. Le silence à l'intérieur du véhicule n'était brisé que par les courtes respirations de Roberto et les pleurs silencieux de la fillette. Il ajusta le bébé dans ses bras, observant sa minuscule poitrine se soulever et s'abaisser difficilement. La circulation à Recife semblait encore plus chaotique ce jour-là, les klaxons hurlant, les motos se faufilant entre les voitures, les feux de circulation passant au rouge au mauvais moment. Chaque seconde perdue était une torture. Roberto serra fermement le volant tandis que la fillette à côté de lui sanglotait doucement. « J'ai essayé, monsieur, » murmura-t-elle presque sans voix. Je la nourrissais toujours en premier, mais elle a commencé à se calmer, et aujourd'hui elle ne s'est pas réveillée. Je pensais qu'elle était partie rejoindre sa grand-mère au ciel. Les mots de la fillette percèrent Roberto comme des lames. Il sentit le poids de la responsabilité grandir dans ses mains. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un enfant, il s'agissait de ne pas répéter l'erreur d'avant, de ne pas laisser la mort gagner une fois de plus sous ses yeux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, l'équipe médicale les attendait déjà à la porte des urgences. Roberto remit le bébé aux mains fermes des infirmières, mais il ne lâcha pas prise tout de suite. Il dut entendre le médecin dire « Nous nous occuperons d'elle à partir d'ici », avant de pouvoir ouvrir les bras. La fillette lui saisit fermement la main, ses yeux suppliant pour une promesse silencieuse qu'il ne la quitterait pas. Roberto serra en retour. Le lien était scellé, et au fond de lui, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette scène avait déchiré sa routine calculée et l'avait engagé sur un chemin dont il ne pourrait jamais s'échapper. Si cette histoire a retenu votre attention jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce qui suit est encore plus intense et vous ne voudrez pas le manquer. Les portes de l'hôpital se refermèrent derrière Roberto avec un bruit sourd. Le bébé disparut dans les couloirs précipités, enveloppé dans les bras des médecins qui criaient déjà des ordres techniques. Il resta dans le hall, essoufflé,
tandis que la fillette s'accrochait à sa main comme si la lâcher signifiait l'abandon. Quelques minutes plus tard, un médecin sortit avec une expression grave. Son état est critique, mais il y a encore une chance. Malnutrition sévère, pneumonie avancée, nous devons agir vite. Roberto hocha la tête, mais la gravité de ces mots le frappa de plein fouet. Il ne suffisait pas d'avoir trouvé l'enfant vivant, maintenant la vraie lutte commençait. La fillette, qui finit par dire qu'elle s'appelait Léa, pleurait en silence à côté de lui. En attendant des nouvelles, une assistante sociale s'approcha de lui. Le badge sur sa poitrine affichait son nom, Marcia Torres. L'ironie de rencontrer le nom de sa femme décédée ne lui échappa pas, et pendant une seconde, il sentit sa poitrine brûler. « Êtes-vous apparenté à l'enfant » demanda-t-elle sur le ton bureaucratique de quelqu'un qui suit le protocole. « Non » répondit-il sèchement. « Mais c'est moi qui l'ai amené ici. » Les yeux de Marcia se plissèrent. « Alors nous aurons besoin de vos informations. Cette fillette ne peut pas simplement partir d'ici avec un inconnu, la protection de l'enfance sera appelée. » Ces mots furent comme de la glace coulée sur la colonne vertébrale de Roberto. Pour la première fois, il réalisa qu'il pouvait perdre Léa, que le système pouvait la lui arracher des mains à tout moment. La petite fille serra encore plus fort ses doigts, comme si elle comprenait, elle aussi. Dans les jours qui suivirent, la tension ne fit qu'augmenter. Léa fut vue par des psychologues et des infirmières, mais elle ne quittait pas Roberto d'une semelle chaque fois qu'il apparaissait. Elle dormait sur des chaises à côté de lui et refusait la nourriture lorsqu'il n'était pas là. Cela touchait le personnel, mais soulevait également des questions. Qui était cet homme pour mériter une telle confiance? Roberto, quant à lui, était déchiré. Chaque fois qu'il regardait Léa, il voyait le visage de sa femme se refléter dans les derniers jours de sa vie. La fragilité de l'enfant ravivait de vieilles blessures qu'il pensait avoir déjà enterrées. La nuit, seul à la maison, il fixait son verre de whisky sans le boire, et se demandait s'il avait la force de s'impliquer à nouveau. Après tout, que ferait-il s'il perdait cette fillette, elle aussi? La pression ne venait pas seulement de l'intérieur. Marcia, l'assistante sociale, semblait se méfier de ses intentions. Un jour, elle entra dans la pièce de fortune où Léa se reposait et rendit son verdict. Il y a des familles qui sont inscrites depuis des années sur la liste d'attente d'adoption. Ce que vous avez fait était noble, mais cela ne signifie pas que vous avez des droits sur elle. Roberto sentit la colère monter. Je ne parle pas de paperasse en ce moment, je parle d'une enfant qui a besoin de soins immédiats. Si je ne m'étais pas arrêté dans cette ruelle, elle serait déjà morte. L'argument résonna dans les couloirs, laissant Léa recroquevillée, craignant que tout ne s'effondre. Même au milieu de cette tempête, il y avait de petites lueurs d'espoir. Un après-midi, en attendant des nouvelles du bébé, Léa sortit un objet froissé de son sac en plastique, une photo déchirée, presque illisible, d'une femme âgée souriant. « C'est ma grand-mère, elle s'occupait de nous. » La voix de la fillette se brisa comme du verre. « Après sa mort, nous sommes restés seuls. » Roberto tint la photo avec précaution, comme si elle était trop fragile pour être touchée. Cette image, même fanée, parlait de racines, de pertes, de responsabilités qui étaient trop lourdes pour des épaules aussi petites. L'horloge sonna l'aube lorsque le médecin revint avec des nouvelles. Le bébé a survécu à la première nuit, il est encore tôt, mais elle réagit. Léa fondit en larmes de soulagement, saisissant le bras de Roberto comme si elle voulait fusionner avec lui. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver deux enfants, il s'agissait de se sauver lui-même d'une vie dénuée de sens. La route à venir, cependant, était loin d'être facile. La protection de l'enfance avait déjà été informée, des enquêtes seraient ouvertes. Il y aurait des entretiens, des visites à domicile, des rapports techniques. Chaque étape serait accompagnée de regards suspicieux et de rapports formels. Cependant, Roberto était déjà trop engagé pour reculer, et chaque geste de Léa, chaque regard, chaque mot, chaque peur révélée ne faisait qu'accroître sa conviction qu'il ne pouvait plus la laisser seule. Et vous? Que feriez-vous à la place de Roberto? Affronteriez-vous le système ou laisseriez-vous le destin décider? Écrivez ici dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Le forum sentait le papier vieilli et le bois ciré. La climatisation était trop froide, mais Roberto transpirait dans son costume sombre. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir résonnait trop fort, comme si tous les regards étaient fixés sur lui. À ses côtés, Léa marchait la tête baissée,
serrant sa main si fort qu'elle semblait vouloir fusionner avec lui. Dans la salle d'audience, le silence était presque oppressant, une longue table, le juge avec une expression impénétrable, l'accusation d'un côté, l'assistante sociale Marcia de l'autre. Devant eux, Roberto sentait le poids du monde reposer sur ses épaules. « Monsieur Roberto Asdo », commença le juge d'une voix ferme, « nous sommes ici pour évaluer la situation des mineurs placés sous votre responsabilité. » Des mots bureaucratiques suivirent, des protocoles, des inscriptions, des files d'attente d'adoption, des rapports, mais Roberto pouvait à peine entendre. Il ne pouvait que sentir le petit corps de Léa trembler à côté de lui. Lorsque le procureur se leva, le coup fut dur. « Votre honneur, nous ne devons pas oublier qu'il y a des centaines de familles qui attendent depuis des années une adoption légale. L'accusé est un homme d'affaires puissant, mais cela ne le place pas au-dessus de la loi. » Le mot accusé tomba sur Roberto comme une sentence anticipée. Son instinct était de se lever, de se défendre, de crier qu'il ne s'agissait pas de pouvoir, mais de vie. Mais quelque chose le retint, le regard suppliant de Léa, lui demandant de ne pas la laisser seule. Le juge se tourna vers elle. « Mademoiselle, pouvez-vous me dire votre nom ?» Sa voix trembla. « Je m'appelle Léa, et que voulez-vous qu'il se passe maintenant, Léa ?» demanda-t-il sans changer de ton. Un silence épais remplit la pièce. Léa prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur le juge, puis sur Roberto. Sa voix était basse, mais ferme, portant la force de quelqu'un qui avait vécu des douleurs qui n'avaient pas leur place dans une enfance. « Je veux rester avec lui. Il n'a pas laissé ma sœur mourir, il ne m'a pas laissé seul. » La salle s'agita de murmures. Marcia, l'assistante sociale, s'éclaircit nerveusement la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, nous ne pouvons pas fonder une décision légale sur les appels émotionnels d'un enfant traumatisé. » C'est à ce moment-là que Roberto explosa. Il se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol comme le tonnerre. Traumatisé. Sa voix sortit plus forte qu'il ne l'avait prévu. Cette fillette est plus forte que de nombreux adultes que je connais. Elle s'est occupée de sa sœur dans la rue, a eu faim pour pouvoir nourrir le bébé en premier, et pourtant la voilà debout, demandant seulement de ne pas être arrachée à la seule personne qui lui reste. Le juge leva la main, demandant le silence, mais Roberto ne recula pas. « Votre honneur, j'ai perdu ma femme à cause d'une maladie que je n'ai pas pu vaincre. J'ai passé 3 ans à me cacher dans des rapports et des réunions parce que je ne voulais plus ressentir la douleur de la perte, mais quand j'ai trouvé Léa et Julia dans cette ruelle, j'ai réalisé que je ne pouvais plus m'enfuir. J'ai choisi d'être ici, j'ai choisi de me battre pour elle, et je me battrai jusqu'au bout. » La salle se tut. Le bruit de la climatisation sembla plus fort, les secondes plus longues. Léa pleurait doucement, mais sans lâcher sa main. Le juge posa ses bras sur la table, regardant par-dessus ses lunettes. Sa voix sortit lente, traînante, mais avec suffisamment de poids pour fendre l'air. Le tribunal reconnaît le lien émotionnel qui a été établi compte tenu du risque social, de la preuve de soins immédiats et de la propre déclaration de l'enfant. J'accorde la garde temporaire des mineurs à Monsieur Roberto Asivdo. Les mots résonnèrent comme un claquement de libération. Léa s'effondra sur ses genoux, sanglotant, s'accrochant à lui comme si elle croyait enfin qu'elle était en sécurité. Roberto ferma les yeux et prit une profonde inspiration, sentant des larmes chaudes s'échapper malgré des années de retenue. Il savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Si ce moment vous a donné la chair de poule autant qu'à moi, laissez votre like dès maintenant. Cela nous montre que vous voulez plus d'histoires intenses comme celle-ci. Le couloir du palais de justice sembla plus long en sortant qu'en entrant. Roberto marchait lentement, comme si chaque pas pesait une tonne. Léa marchait main dans la main avec lui, son petit sac à dos en plastique se balançant sur son épaule. Son visage était encore mouillé de larmes, mais ses yeux reflétaient quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement la peur, c'était un espoir timide, presque incroyable. Dehors, la ville continuait avec son bruit habituel, les klaxons, les voix pressées, les pas résonnants sur les trottoirs, mais pour Roberto, tout était silencieux. Il sentait à peine le vent chaud de Recife frapper son visage. Il pouvait encore entendre la voix du juge résonner dans son esprit, répétant ces mots qui avaient changé le cours de leur vie. « J'ai autorisé la garde temporaire. » Ils montèrent dans la voiture sans parler. Léa appuya sa tête contre la vitre, ses yeux à moitié fermés, encore fatigué du poids des derniers jours. Roberto démarra le moteur, mais ne démarra pas immédiatement.
Il resta immobile pendant quelques secondes, ses mains sur le volant, respirant profondément. Pour la première fois depuis des années, aucune réunion ne l'attendait, aucun rapport empilé sur son bureau. Il n'y avait que le vide de ne pas savoir quoi faire ensuite. Monsieur Roberto. La voix de Léa brisa le silence. Il tourna son visage. Oui, ma chérie. Le juge a dit, je peux rester avec toi maintenant, mais si un jour tu te lasses de moi. Les mots tombèrent comme des pierres. Roberto ferma les yeux un instant, essayant de retenir ses émotions. Puis il se pencha vers elle, posa sa main sur sa petite épaule et parla doucement, presque à voix basse, « Je ne me lasserai pas de toi, jamais. » La voiture démarra. Ils arrivèrent à la maison au crépuscule. Le portail du manoir s'ouvrit lentement, révélant le jardin parfaitement entretenu et les fenêtres à miroir de la façade. Pour Léa, c'était un monde étrange, loin des rues poussiéreuses et de la ruelle froide où elle avait vécu avec sa sœur. Elle hésita avant d'entrer. Roberto le remarqua et se baissa à sa hauteur. « C'est ta maison maintenant, dit-il fermement mais doucement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. » À l'intérieur, le silence était différent du silence du palais de justice. Il y avait trop d'espace, trop de murs blancs, trop de meubles chers. Roberto réalisa que malgré tout le luxe, sa maison semblait aussi vide qu'il l'avait été avant de rencontrer les filles. Léa laissa tomber son sac à dos en plastique dans un coin de la pièce et resta immobile, regardant autour d'elle comme si elle se trouvait en territoire interdit. « Puis-je vraiment rester ici ?» demanda-t-elle. « Oui. » Roberto sourit, même si ses yeux étaient encore rouges. Cet endroit n'avait jamais eu de sens jusqu'à présent. Cette nuit-là, Roberto dormit à peine. Il était assis dans le fauteuil de la chambre, regardant la porte entr'ouverte de la pièce où Léa s'était endormie pour la première fois dans un vrai lit. Son corps était recroquevillé sur le côté, comme s'il s'attendait encore au froid du sol, mais sa respiration était calme. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, elle dormait paisiblement. Roberto inclina la tête en arrière et ferma les yeux, mais les souvenirs revinrent en force, Clara, sa femme, fragile dans son lit d'hôpital, lui tenant la main dans ses derniers instants. Il n'avait jamais pu la sauver, mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, il sentait qu'il était appelé à un nouveau but, sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Le lendemain matin, il se réveilla avant le lever du soleil. Il prépara du café comme il le faisait toujours, mais la cuisine ne semblait pas la même. Sur la table à côté de la tasse en porcelaine se trouvait un dessin d'enfant sur une feuille de papier de cahier, des lignes tordues formant trois personnages se tenant la main, un grand homme, une fillette avec des tresses et une autre fillette plus petite, souriant. Roberto resta immobile, fixant ce dessin comme s'il s'agissait d'un contrat silencieux. Lorsque Léa entra dans la cuisine, se frottant les yeux encore endormis, il leva le papier. « C'est toi qui as fait ça ?» Elle hocha la tête timidement. « C'est nous, toi, moi et ma sœur. » Le cœur de Roberto se serra. Il rangea soigneusement le dessin dans un dossier en cuir comme s'il classait le document le plus important de sa vie. Il savait que les jours à venir apporteraient des difficultés, les regards attentifs des assistants sociaux, une bureaucratie sans fin, la fragilité du bébé encore en convalescence, mais à ce moment-là, rien n'avait plus d'importance que le fait qu'il n'était pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, il avait quelqu'un à appeler sa famille. Si cette partie vous a vraiment touché, il est temps de soutenir notre chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, et si vous faites déjà partie de notre famille, envisagez de laisser un super merci. C'est un geste qui nous aide à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Ce matin sembla différent de tous les autres. Le soleil brillait à travers les fenêtres du manoir, non plus comme un rappel du vide, mais comme une annonce de mouvement. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, mêlés au bruit du tuyau d'arrosage que Léa tenait, arrosant les plantes avec un enthousiasme que seul un enfant libre pouvait avoir. Julia, maintenant rétablie, courait après les papillons, trébuchant sur ses propres jambes, mais se relevant toujours avec un sourire. Roberto regardait de loin, appuyé sur le balcon, une tasse de café oubliée à la main. Il n'était plus l'homme qui se réveillait tôt juste pour passer en revue les rapports. Maintenant, les papiers reposaient en piles qui pouvaient attendre. Il avait découvert quelque chose qu'aucune réunion à $1 million ne lui avait jamais offert, le sens de rester. La maison n'était plus silencieuse, ni aussi bien rangée qu'avant, des jouets éparpillés dans le couloir, des dessins collés sur le réfrigérateur, un ours en peluche oublié sur le canapé. Chaque détail rappelait que ce manoir autrefois froid respirait maintenant.
Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur du silence de la nuit. Il savait que derrière deux portes, il y avait de légères respirations qui le maintenaient éveillé à la vie. Tout n'était pas simple. Les visites des assistants sociaux continuaient. Il y avait des papiers à remplir, des audiences futures, des ajustements quotidiens, mais à l'intérieur, Roberto avait déjà pris la décision qui avait tout changé. Peu importe à quel point c'était difficile, Léa et Julia étaient sa famille, et la famille n'est pas négociable. Un soir, assis sur le bord du lit, il vit Léa entrer dans la pièce à pas timide. « Puis-je te demander quelque chose » dit-elle en tenant une couverture. « Bien sûr. Tu m'aimes ? » ? « Oui. »« Tu penses que je suis trop à tes côtés ?» Elle se corrigea en hésitant. « Papa pense que je suis trop lourde à porter ?» Roberto déglutit difficilement. Il s'agenouilla devant elle, lui tint les petites mains et répondit lentement, « Tu ne seras jamais un fardeau, Léa. Tu es la raison pour laquelle cette maison a de nouveau de la lumière. » Elle sourit timidement, mais ses yeux étincelèrent. À ce moment-là, il réalisa que ce n'étaient pas seulement les filles qui étaient sauvées, lui aussi l'était. Ce que cette histoire nous montre, c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti à un moment donné de votre vie, il ne faut pas de sang pour que quelqu'un devienne une famille. Parfois, un geste de compassion au bon moment suffit. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un endroit où il peut simplement être. Toutes les douleurs ne peuvent pas être guéries, tous les traumatismes ne disparaissent pas, mais quand il y a de l'attention, quand il y a de la présence, même les cicatrices les plus profondes trouvent de l'espace pour se transformer en force. Roberto l'a découvert et Léa aussi. C'est peut-être la morale silencieuse de cette histoire, l'amour n'efface pas le passé, mais il est capable d'écrire de nouveaux avenirs. Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui êtes restés avec moi jusqu'ici. Avez-vous remarqué que d'une certaine manière, cette histoire parle aussi de vous ? Parce que nous tous à un moment donné avons été comme Roberto essayant de cacher la douleur derrière des tâches, des chiffres ou des routines, et nous tous à un moment donné avons été comme Léa demandant simplement de ne pas être laissés seuls. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, c'est peut-être un rappel que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut être touché par votre geste d'attention, par votre regard, par votre présence. Parfois vous êtes Roberto, d'autres fois vous êtes Léa, et ce n'est pas grave car le plus important est de ne pas renoncer à la connexion. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles comptent. Elles comptent parce qu'elles nous rappellent ce qui soutient vraiment la vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et de faire partie de cette communauté, et si vous l'avez déjà fait, envisagez de nous soutenir avec un super merci. Chaque geste que vous faites renforce notre travail et nous permet de continuer à vous apporter des histoires vraies qui touchent l'âme. Et ne vous arrêtez pas là. Si cette histoire vous a parlé, il y en a une autre qui vous attend juste après avec la même intensité et la même vérité. Peut-être qu'elle trouvera aussi un morceau de votre cœur qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul, car au final, c'est de ça qu'il s'agit, partager des histoires qui traversent les frontières, touchent les cœurs et nous rappellent que l'amour, quand il est vrai, n'est jamais en trop.